Voilà, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu pour cette présentation. Bienvenue à Las Vegas, ou vraiment dans mon salon. Oui, ça fait depuis mars que je travaille. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Mars. De Mars, pourquoi est-ce qu'on étudie Mars? C'est vraiment des météorites martiennes sur lesquelles ça fait 10 ans que je travaille maintenant. Et aussi, on va un peu parler des échantillons qui vont être retournés de Mars en 2031. Ce sont tous des trucs vraiment sympa. Et je vais vous montrer aussi des météorites. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir vous les montrer en vrai. Je suis un petit peu trop loin. Donc, j'aimerais juste parler de mon parcours tout d'abord. Donc, comme Émilie l'a dit, j'ai fait mon bachelor et mon master à l'université de Lausanne. Et en fait, pendant ce temps, je me suis spécialisée sur des roches magmatiques, dont je vais parler vraiment pendant ces 30 prochaines minutes. Donc, les roches magmatiques, ce sont des roches qui se forment depuis le refroidissement de magma ou de la lave. Et donc si vous voyez un basalte, si vous allez en Islande, il y a du basalte partout. Si vous allez sur Hawaï, il y aura du basalte partout. Ces roches noires, ce sont des roches magmatiques. Ou alors du granit, par exemple, c'est aussi une roche magmatique. Et donc, c'est ce que j'ai étudié quand j'étais à l'université de Lausanne, mais j'ai toujours voulu travailler sur des roches martiennes. Donc, je suis partie faire mon doctorat au Tennessee, donc c'est dans le sud-est des États-Unis, où en fait, j'ai commencé à travailler sur les météorites martiennes, et ça fait maintenant 10 ans, plus de 10 ans maintenant que je travaille sur ces cailloux. Et vous voyez, si vous ne pouvez pas me voir, si je suis toute petite sur votre écran, je ressemble à ça avec un peu plus de cheveux blancs depuis mars dernier, soyons honnêtes. Et je suis au musée du Smithsonian à Washington, D.C., la capitale des États-Unis, et j'ai dans mes mains une météorite martienne à gauche et une météorite lunaire à droite. Donc c'est assez chouette de tenir Mars et la Lune dans ses mains en même temps. Donc, en fait, ce que je fais tous les jours, j'essaie de comprendre les procédés magmatiques martiens. Et peut-être la première question que vous avez, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on étudie Mars? Pourquoi? Bon, je pourrais vous dire Mars, c'est super cool, mais ce n'est pas vraiment une réponse très valide et très scientifique. Donc, en fait, comme je vous ai dit, moi, je suis très intéressée au magmatisme, au volcanisme, donc au volcan, en fait, au magma et à la lave. Et un truc qui est fascinant avec Mars, c'est que Mars était actif au niveau du volcanisme toute son histoire géologique. Quand je dis son histoire géologique, ça commence il y a 4,5 milliards d'années, donc au tout début de la formation de Mars. C'est la même âge, bien sûr, que la Terre et que le système solaire. Et donc, on a des preuves qu'il y avait du volcanisme à cet âge-là, il y a 4,5 milliards d'années, mais aussi on a des preuves qu'il y avait du volcanisme il y a 1 million d'années. Et 1 million d'années, vous me direz, c'est quand même vieux, mais en fait, à l'échelle géologique, c'est très, très, très jeune. Donc, en fait, il y a eu du volcanisme tout du long. Et donc, pour moi, qui étudie les roches volcaniques, c'est super important. Aussi, Mars est analogue avec la jeune Terre. Donc, la Terre, il y a 3,5 milliards d'années. Vous me direz pourquoi ça? Parce que sur Terre, il y a la tectonique des plaques. Et la tectonique des plaques, ça veut dire plus ou moins que la surface de la Terre est faite de plaques, et ces plaques interagissent avec les autres. Et donc, des fois, on aura des plaques qui vont aller en dessous d'autres plaques et qui vont se perdre dans les profondeurs de la Terre. Et donc, en fait, ce qu'on perd, c'est qu'on perd toutes les données qu'il y a très longtemps. On n'a pas des masses de roches qui sont plus vieilles que 3,5 milliards d'années. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc, en fait, on a toujours ces données et on peut essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, peut-être aussi ce qui s'est passé sur Terre il y a très, très longtemps dans l'histoire géologique de Mars. Un autre truc qui est chouette avec Mars, c'est que Mars est très proche de la Terre. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir des données assez facilement, des météorites, de rovers, de landers, et je vous expliquerai un peu ce que c'est les rovers et landers, et les satellites qui sont en orbite autour de Mars. Et vraiment, la question que j'essaie de répondre, vraiment dans toute ma carrière, c'est à quel point la planète Mars est-elle similaire de la Terre? Et donc, en étudiant les roches magmatiques martiennes, de nouveau magmatiques, volcaniques martiennes, vraiment c'est la même chose, j'essaie de comprendre, par exemple, comment les volcans se forment sur Mars. Quelle composition
quels sont les minéraux qu'on trouve dans ces roches. Donc, toutes les roches sur Terre et sur Mars sont faites de minéraux. Par exemple, vous avez tous entendu parler peut-être de quartz, ou même de grenat, un gemme aussi. Ce sont des minéraux qu'on peut trouver dans des roches. Et donc la question, c'est comment se sont formés ces volcans? Et les volcans sont formés il y a 4,5 milliards d'années. Est-ce qu'ils sont différents de ceux qui se sont formés il y a 200 millions d'années, par exemple? Ce sont des questions qu'on peut répondre avec des roches magmatiques martiennes. Aussi, il faut savoir que dans le magma ou dans la lave, il y a de l'eau. Quand un volcan est en éruption, c'est les gaz qui vont s'échapper, il y aura aussi de l'eau. Donc, en analysant ces roches volcaniques, on peut essayer de comprendre le cycle de l'eau. Il y a même très très longtemps sur Mars. Et donc quand on parle de l'eau, on parle aussi de martiens, de vie martienne. Et donc on peut essayer de comprendre s'il y avait des conditions favorables pour la vie sur Mars en étudiant les roches volcaniques. Donc, d'abord, parlons un petit peu de Mars. Pourquoi la planète Mars est-elle différente de la Terre? En quoi est-elle différente de la Terre? Donc, Mars est situé à 1,5 la distance du Soleil à la Terre. C'est un petit peu plus loin. C'est plus petit que la Terre. C'est la moitié de son diamètre et 10% de son volume. Et c'est un tiers de la gravité. Donc, si vous allez sur Mars, vous êtes un peu plus léger. Et Mars a une atmosphère, mais une atmosphère qui est très, très fine. 0,6% la pression atmosphérique de la Terre. Et 95% de CO2, donc c'est une composition très différente de l'atmosphère de la Terre. Mais je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous ont vu le film Le Martien, où au début il y a une tempête et il y a des gros cailloux qui volent. C'est pas possible, parce qu'il n'y a juste pas assez d'atmosphère sur Mars. Mais il y en a toujours, il y a une météo, on a des mini-tornades, il y a des nuages sur Mars, ça ressemble un petit peu vraiment à la Terre. Donc, je vous montre un petit peu la surface de Mars. Vous avez ici une carte qui s'appelle topographique. Donc, ça vous montre les différentes altitudes. Donc, en bleu foncé, vous avez les altitudes les plus basses. Et les plus basses altitudes, c'est dans ce cratère que vous voyez à droite. Et c'est moins 9 km de profondeur, comparé au zéro, comment ça s'appelle, de la mer, au niveau de la mer. Voilà, pardon, j'oublie mon français, ça fait 10 ans que je suis partie en Europe. Et donc, en blanc et en rouge, vous voyez aussi les autres altitudes. Donc, en fait, ce que vous voyez, ce sont vraiment tous les volcans qu'on trouve sur Mars. La surface de Mars est recouverte de volcans. Donc, vous pouvez voir à gauche, vous avez la province qui s'appelle Tharsis, plein de volcans immenses que vous pouvez voir en blanc. Syrtis Major, qui a aussi des plaines volcaniques. C'est là où on va envoyer Mars 2020, la mission Mars 2020. On parlera de ça plus tard. Et aussi Elysium Mons. Mais en fait, si vous regardez la surface de Mars, c'est pratiquement tout du basalte. Et de nouveau, le basalte, c'est cette roche noire que vous allez trouver, par exemple, en Islande. On aura aussi des roches sédimentaires. Donc, les roches sédimentaires, ce sont des roches qui sont formées de l'altération, de l'érosion, en fait, d'autres roches. Et dans ce cas-là, ce sera du basalte. On va regarder un petit peu des volcans un peu plus près. Par exemple, Olympus Mons, et ce volcan immense, c'est en fait le plus gros volcan, la plus grosse montagne qu'il y a dans le système solaire. C'est 26 km de hauteur. Si on compare avec le mont Everest, qui est la plus haute montagne sur Terre, qui est 8,8 km de hauteur. Donc ce truc est immense. C'est 600 km en largeur, donc généralement aux Américains, je leur dis, ça va recouvrir la surface entière de l'Arizona. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. Disons que la plus grande longueur qu'on a en Suisse, c'est 350 km. Donc ça recouvrait pratiquement deux fois la Suisse. Ce truc est absolument immense. Et en fait, ce volcan s'est formé il y a des milliards d'années et continue à se former. Et c'est pour ça qu'il est si gros. Donc, comment est-ce qu'on peut explorer Mars? Comment est-ce qu'on peut un peu comprendre la géologie de Mars? En fait, on a envoyé des satellites depuis les années 60, le satellite Mariner, par exemple, qui a ramené des images assez magnifiques pour l'époque, de volcans, de lits de rivières.
Mais ce qu'on a aussi envoyé sur la surface de Mars directement, ce sont des landers. Donc les landers, en fait, ça n'a pas de roue, c'est juste ça atterrit et ça ne bouge pas depuis les années 70. Et aussi des rovers, comme les rovers que vous voyez ici, le rover Spirit et Curiosity. Donc les rovers, ça a des roues et ça bouge. Par exemple, le rover Spirit et sa sœur, le rover Opportunity, donc en fait, ce sont des filles, hein. Ils ont atterri sur la planète en 2004 et on en fait mesure directement les roches, les poudres, les sols, les compositions, la minéralogie, vraiment la géologie, prend des images de ce qui se passe sur la surface de la planète. Donc Spirit et Opportunity ne marchent plus malheureusement, on n'a plus de contact avec elles, mais on est toujours en contact avec le rover Curiosity que vous voyez là, c'est le gros à droite. Curiosity, c'est la taille à peu près d'une Mini Cooper, donc c'est un gros truc. Et même chose, ça mesure les compositions des roches, la météo, on a même regardé l'eau juste en dessous de la surface. Et ça depuis 2012 dans le cratère qui s'appelle Gale, c'est près de l'équateur de Mars. Et donc on a découvert des dunes, des roches qui montrent qu'il y avait vraiment de l'eau sur Mars, des compositions très étranges de roches volcaniques. Vraiment on a fait des découvertes fascinantes avec ce rover. Ce qu'on utilise aussi, ce sont les satellites que vous voyez en haut à droite. Donc en fait on appelle ça des orbiteurs et en fait ces satellites vont vraiment nous donner une idée globale de la géologie de Mars. Donc on peut regarder la planète entière. On peut regarder des images, on peut regarder les cratères, on voit ces vides rivières comme je disais avant, les volcans. Mais on peut aussi regarder la composition de la planète. Où est-ce qu'il y a beaucoup de fer, où est-ce qu'il y a beaucoup d'eau, où est-ce qu'il y a beaucoup de potassium par exemple. Nous on s'intéresse à ces éléments bizarres, nous les géologues magmatique, et aussi la minéralogie. On peut faire beaucoup de choses avec ces satellites. Donc vraiment, les questions sur le magmatisme qu'on peut se poser, elles peuvent être répondues avec ces rovers et ces satellites. Comme j'ai dit avant, la composition chimique, des images de haute résolution, la topographie. Mais ce qui manque, c'est vraiment des analyses très précises des roches. Donc sur Terre, les géologues ils vont aller sur le terrain et vont faire des mesurements. Des mesures de terrain. Des mesures, pardon, de nouveau en français, mais pas très bien. Et vont ramener des échantillons à la maison, vraiment pour les analyser au laboratoire. Donc en fait, toutes les analyses de terrain qu'on fait, les rovers peuvent le faire maintenant, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas ramener des échantillons. Et on doit avoir des échantillons pour avoir des analyses très précises de nos roches. Par exemple, pour nous, il est très intéressant d'avoir des analyses d'éléments en très petite quantité dans ces météorites. Parce que ça peut nous dire beaucoup sur la géologie, la formation de ces roches. Aussi, il est important pour nous de savoir à quel âge, quand est-ce que ces roches se sont formées, et ça doit se faire au laboratoire. Donc pour ça, il nous faut des échantillons, et les seuls échantillons qu'on a de Mars, pour l'instant, ce sont les météorites martiennes. Et c'est sur quoi je travaille. Donc une question que vous pouvez avoir, c'est comment est-ce que j'obtiens des météorites? Il y a plusieurs moyens. Donc c'est quoi vraiment une météorite? Une météorite, c'est un bout de caillou qui était éjecté de sa planète. Donc en fait, il y aura une météore qui va arriver très vite, par exemple sur Mars, se cracher sur Mars, à une force et une vitesse qui est assez forte pour éjecter un bout de caillou de Mars dans l'espace, qui va flotter dans l'espace et à un moment atterrir sur Terre. On a des météores qui arrivent sur Terre toute l'année, tout le temps. D'ailleurs, la différence entre une météore et une météorite, c'est qu'une météorite, elle est sur le sol terrestre, sur le sol, alors qu'une météore, vous la voyez voler avant qu'elle atterrisse. Et donc, on a des météorites partout, même si vous allez vous balader dans les Alpes, si vous voyez une météorite, ça ne va pas être très évident de la voir. Par contre, si vous allez dans le désert, là où il n'y a pas de végétation et pas forcément d'autres roches, vous allez pouvoir plus facilement en trouver. Donc, on va aller dans les déserts froids et chauds. Donc, dans le désert froid, par exemple, il y a une mission qui s'appelle la mission ANSMED, qui est fondée par la NASA et par le Fonds national scientifique américain,
où on envoie 8 volontaires, généralement des scientifiques comme moi ou des guides de haute montagne, qui vont sur la glace, sur leur motoneige, comme vous voyez ici, et qui vont chercher des météorites. Donc, vous voyez là, en haut à gauche, c'est mon amie docteur Nina Lanza, qui est chercheuse à Los Alamos, au Lab national Los Alamos, au Nouveau-Mexique, et vous la voyez avec sa météorite au milieu. Vous pouvez voir, c'est un peu une roche noire, et c'est cette météorite. Donc, ces météorites sont ramenées aux États-Unis, à Houston, où elles sont classifiées. Et après, moi, en tant que scientifique, je peux faire une demande. J'aimerais analyser cette météorite, je vais faire ces analyses, je vais détruire ça. Et généralement, je reçois ce qui s'appelle une lamince ou des laminces. Et donc, en fait, c'est ce que j'analyse la plupart du temps. Je n'aurai pas une météorite comme celle-là, comme celle que j'ai dans mes mains. Ce n'est pas une météorite martienne, je vous expliquerai un peu plus tard. Mais je ne veux pas avoir ça. C'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop rare. J'aurais une lame mince. Donc une lame mince, c'est quand on prend une roche et on la coupe très très finement, moins d'1 millimètre d'épaisseur, et on peut la regarder sous le microscope. C'est ça que je reçois de cette mission. Ces échantillons, ils ne sont pas à moi, ils sont au gouvernement, je dois les ramener. Par contre, je peux acheter des météorites des déserts chauds. Donc c'est surtout les pays du Maghreb où en fait ce sont des locaux. Leur boulot à plein temps, c'est d'aller chercher des météorites dans le désert, dans le Sahara. Ces gens vont les vendre à des dealers de météorites, hein, soyons précis, et après les revendre à des scientifiques, à des collecteurs ou à des musées. Et donc moi j'ai mon propre dealer de météorites, et des fois je vois une nouvelle météorite martienne qui est classifiée, j'envoie un email, est-ce que tu as un bout de celle-là, tu peux la récupérer de quelqu'un, et c'est comme ça qu'on travaille. Et alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble une météorite martienne. Donc ça, c'est un bout d'une météorite que j'ai envoyé, donc c'est tout petit, hein, je vous montrerai après. Donc un bout comme ça m'a coûté 1 200 $. Donc je ne paye pas avec mon argent, hein, je paye avec mon propre argent, mais l'argent de recherche. Mais voilà, c'est comme ça que j'obtiens mes météorites. Donc en fait, maintenant, on a 150 météorites martiennes qui ont été découvertes. Vous me direz, peut-être que c'est beaucoup, peut-être que c'est pas beaucoup. En fait, c'est pas beaucoup du tout. Au total, on a 60 000 météorites qui ont été retrouvées sur Terre. 60 000, la plupart viennent de la ceinture d'astéroïdes, qui est située entre Mars et Jupiter. Donc celle-là, par exemple, cette météorite, celle-là m'a coûté 200 $, par exemple, et ça vient de la ceinture d'astéroïdes. On n'en a que 150 météorites martiennes. Vous pouvez voir ce graphique, en fait, vous voyez toutes les années, là où quand les météorites martiennes ont été découvertes. Notez que les années ne sont pas continues, hein, mais la première météorite martienne qui a été trouvée, elle a été trouvée en France, à Chassigny, en 1815. Et les météorites martiennes, en fait, ont été trouvées partout dans le monde. On a donc aux États-Unis, on a en France, en Inde, au Niger, au Brésil, vraiment absolument partout. Et vous pouvez voir sur ce graphique, donc toutes ces différentes couleurs, ça représente le type de météorite martienne, on est dans les détails maintenant, mais vous pouvez voir que depuis 2014, il y en a beaucoup plus qui ont été découvertes. Et en fait, j'en ai un peu parlé avec mon dealer de météorites, et il m'a dit, les locaux, les Maghrébins qui cherchent les météorites martiennes, en fait, ont juste une meilleure éducation de à quoi ressemblent les météorites martiennes. Parce qu'elles sont beaucoup plus chères, elles ont plus de valeur, donc pourquoi pas en trouver plus. Et moi, je suis bien contente s'ils en trouvent plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces météorites martiennes? On peut, comme j'ai expliqué avant, on peut comprendre beaucoup de procédés magmatiques. Donc, quels sont ces procédés magmatiques? Par exemple, on peut comprendre des procédés volcaniques, quand ces volcans se sont formés, comment ils deviennent en éruption. On peut comprendre la formation de ces roches magmatiques. On peut comprendre même les procédés d'impact en fait qui se passent sur la surface de Mars, l'interaction avec l'autre surface qui est très importante parce que comme ça on peut voir clairement qu'il y a de l'eau à la surface de Mars avant, et aussi la composition de la croûte et du manteau. Donc vous voyez là, je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris, mais c'est pas grave. Si vous voyez la croûte, c'est ce qui est vraiment en rose, et puis le manteau un peu en vert. Si vous ne savez pas ce que c'est la croûte et le manteau, regardez la figure à gauche. Donc la croûte, c'est la partie la plus fine de
Terre, qui est juste la Terre ou Mars, qui est juste vraiment à la surface. Ensuite, vous avez le manteau et dans le centre de ces planètes, vous avez le noyau. Et le noyau, qui s'appelle aussi core en anglais, c'est fait de fer et de nickel. Et donc voilà, c'est ce qu'on peut savoir. En fait, tous les procédés que vous voyez là, c'est des choses qu'on peut comprendre en analysant les météorites martiennes. Donc quand j'ai mes météorites qui arrivent chez moi, à la maison, qu'est-ce que je fais avec? Première chose que je fais faire une lame mince et je regarde sous mon microscope, comme vous voyez, à l'image à droite. Donc c'est un gros microscope qui fait des images magnifiques, je vous montrerai une après. Ça coûte 40 000 $, donc il n'est pas donné. Et donc en fait, je peux regarder quels sont les minéraux dans mes cailloux. Donc de nouveau, comme j'ai dit avant, toutes les cailloux que vous avez sur Terre et sur Mars sont faits de minéraux, de différents minéraux. Donc j'essaie de regarder quels sont les minéraux là-dedans, comme ça je peux dire, ah bah, c'est un basalte, c'est un granit, qu'est-ce qu'est ma roche? Et quelle taille ont ces minéraux? Comment ils interagissent? Et en fait, c'est important pour comprendre comment la roche s'est formée. Et je vais faire ça avec des cailloux terrestres, aussi des cailloux martiens. Une fois que je sais ce qu'il y a dedans, je vais dans cette grosse machine que vous voyez là à gauche. Ça s'appelle une microsonde. S'il y a des géologues qui regardent, c'est bon, c'est une très vieille microsonde. J'essaye d'obtenir une nouvelle, mais de nouveau, celles-là, elles ne sont pas données. Donc c'est ce que je fais de mon temps pendant le Covid. Et en fait, ce que je peux faire avec cette microsonde, c'est que je peux analyser la composition de ces minéraux. Et analyser la composition de ces minéraux, par exemple, je peux savoir à quelle pression ces minéraux se sont formés. Quelle pression, ça veut dire à quelle profondeur. Est-ce que c'est formé très proche de la surface ou très bas en profondeur? Et ça, en fait, ça m'aide à comprendre de nouveau comment les roches se sont formées. Est-ce que c'est différent des roches terrestres ou pas? Je peux faire d'autres choses avec ces roches. Je peux, par exemple, des fois, je les broie. J'en fais de la poudre et je mesure la composition chimique de ma roche aussi pour savoir comment elle s'est formée. Mon étudiant master, par exemple, maintenant, il va regarder l'âge des roches qu'il étudie. Donc, on peut faire vraiment plein de trucs avec. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'adore cette image, c'est ma météorite préférée. Ça s'appelle une naclite. Cette naclite a été trouvée en Antarctique. Et en fait, cette image, c'est une image que j'ai prise avec mon microscope. Mon microscope qui est super, de très haute qualité. Et en fait, ces couleurs, ce sont des fausses couleurs. Donc, dans ce microscope, on va mettre un polariseur, peut-être le genre de choses que vous pouvez mettre, par exemple, dans votre appareil photo. Mais ces fausses couleurs vont nous aider à reconnaître quels sont les différents minéraux qu'on a dans cette roche. Et en fait, vous pouvez voir, en fait, il y a différents minéraux, je ne vais pas aller dans les détails, mais je peux analyser, comme ça je peux analyser peut-être le sang d'un de ces minéraux, vers l'extérieur du minéral, et vraiment un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est vraiment une de mes images préférées de Mars. Oh, et cette météorite, elle a 1,3 milliard d'années. Donc pour les roches terrestres, c'est assez vieux. Donc, je veux vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les météorites martiennes, aussi les échantillons météorites martiennes. Donc, vous pouvez voir à gauche, vous avez ce qui s'appelle Shergottie. Shergottie, c'est une shergotite. En fait, shergotite, c'est le groupe le plus commun de météorites martiennes. C'est des basaltes. Ça vient Shergottie, ce nom vient, c'est une ville en Inde où la première, en fait, a été trouvée en 1965, je crois. Donc, ces météorites, elles sont chouettes, elles sont intéressantes. Elles ne sont pas aller vraiment en détail, je vais parler plutôt des deux autres. Donc, vous voyez à droite, vous avez ce qui s'appelle Allen Hills 84001, et en fait, cette roche a été trouvée en 1984 à Allen Hills, en Antarctique. Et cette roche, qui est aussi un genre de basalte, est fascinante parce qu'en 1996, Dave McKay et ses collègues ont vu cette image que vous voyez en bas à droite. On dirait une cyanobactérie, donc ils se sont dit, et avec d'autres preuves minéralogiques, ça y est, on a trouvé la preuve de la vie sur Mars. Donc en fait, même en 1996, moi je ne m'en souviens pas, mais peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, Bill Clinton a dit à la télé, on a trouvé de la vie sur Mars.
Il s'avère que ce n'était pas vrai. C'est des minéraux qu'on a trouvés, ça n'a pas été formé par la vie, mais par des procédés géologiques, donc qui n'ont rien à voir avec la vie. Mais à partir de 1997, à cause de tout ce qui s'est passé en fait dans les médias, même à l'époque, en fait, on s'est dit de commencer à avoir de l'argent pour envoyer des satellites, des rovers sur Mars. Et donc depuis 1997, on a exploré Mars non-stop, ce qui est super pour moi. Une autre météorite qui est fascinante, elle s'appelle Black Beauty, ce qui veut dire beauté noire en anglais. Je crois que ça vient d'un livre où c'est en fait un cheval noir. Et en fait, on l'appelle comme ça parce que l'extérieur de cette météorite, que vous voyez dans la présentation à gauche, en bas, l'extérieur de cette météorite est très noire, très luisante. Elle est assez magnifique. Je l'ai prise dans mes mains. Elle est au musée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et en fait, cette roche, elle est fascinante parce que de une, elle est très très vieille et aussi c'est une brèche. Donc une brèche, c'est quoi? Une brèche, c'est une roche qui est formée de plein d'autres morceaux de cailloux. Donc vous pouvez un petit peu voir qu'il y a plein de petits bouts dedans, c'est de plein de morceaux d'autres cailloux. Et ces morceaux de cailloux, ça peut venir du même endroit ou ils peuvent venir de plein d'autres endroits. Et en fait, cette roche, tous les morceaux de cailloux que vous voyez dans cette météorite viennent de plusieurs endroits. Ce qui est super pour les gens comme moi, parce que ça veut dire qu'on a une météorite avec plein de petites météorites, d'autres météorites dedans. Donc on n'a pas qu'une roche, mais on a plusieurs roches. Et ces roches, en fait, on appelle des classes, donc ces morceaux de cailloux dans ce gros caillou, il y en a qui sont 4,5 milliards d'années. Donc vraiment l'âge de Mars, en fait. Ce qui est génial, parce que ça veut dire qu'on peut comprendre quels étaient les volcans, à quoi ressemblaient les volcans au tout début de l'histoire de Mars. On n'a pas du tout ça sur Terre, mais on a ça sur Mars. Et en fait, les résultats sont assez fascinants, assez surprenants. La composition est différente. C'est pas vraiment du basalte, c'est d'autres choses, un peu plus comme du granit. Et on s'y attendait pas. Donc, c'est un truc qui est chouette avec cette roche. Et ça fait depuis 2013 qu'on l'a. On continue à l'étudier et c'est qu'une roche. Et en fait, ce qui est fascinant avec les roches, une des découvertes les plus fascinantes qu'on a faites ces dernières années, et vous pouvez voir dans cette image tous les différents types de météorites martiennes. Donc vous avez, c'est toutes des images microscopiques sous le microscope ou avec d'autres instruments. Normalement, les détails ne sont pas importants, mais vraiment, parce qu'on a trouvé beaucoup plus de météorites, on s'est rendu compte que Mars est beaucoup plus compliqué géologiquement que ce qu'on pensait. En fait, on pensait que c'était une planète basaltique avec un procédé magmatique qui se passe. En fait, c'est pas vrai. Il y a beaucoup plus de différents types de roches qu'on trouve maintenant sur Mars et on voit qu'on a beaucoup plus de procédés magmatiques différents et des procédés magmatiques qu'on trouve aussi sur Terre. Et donc, en fait, Mars, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est vraiment une des choses importantes qu'on a vraiment découvert avec ces météorites ces dernières années, ce qui est vachement chouette. Il y a un truc avec les météorites que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, on ne sait pas d'où elles viennent sur la planète. Donc des fois, voilà, j'ai cette roche, j'ai ce caillou-là, ça vient de Mars. Aucune idée d'où. Après, on a peut-être ce cratère-là ou ce cratère-là, mais il n'y a pas vraiment, on n'est pas sûr d'où elles viennent. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas de contexte géologique. On ne sait pas vraiment s'il y a des gros volcans à côté. On peut essayer de deviner avec la composition. De nouveau, c'est mon travail de deviner à quoi ça ressemble autour. Mais c'est un petit peu... des fois, on ne sait pas trop ce qu'on fait, quoi, parce que c'est tout ce qu'on a. Et donc, sur cette carte, vous pouvez voir en fait là où tous les différents rovers et landers sont atterris. Et j'aimerais vous montrer. Donc, si vous voyez... je ne sais pas comment... Peut-être là. Non, c'est pas ça. En fait, on peut voir le site là où Mars 2020 va atterrir. Donc, c'est un petit peu à droite, c'est entre Syrtis Major et Isilis Basin. Et en fait, Mars 2020, ça va répondre beaucoup de nos questions. Comme j'ai dit, un truc à se souvenir, c'est que les rovers, ça va nous dire le contexte géologique, mais on n'aura pas d'échantillons. Et puis, je vous ai montré que c'est important pour les analyses. Les échantillons, super important parce qu'on peut faire des analyses très précises et comprendre, mais on n'a pas le contexte géologique.
Et quand je parle de contexte géologique, qui est d'aller sur le terrain, c'est par exemple un géologue terrestre va aller sur le terrain, va regarder les plis, va regarder les failles, va regarder comment les roches interagissent, quelles roches sont proches d'autres roches, ce genre de choses. Est-ce qu'on voit des couches de roches au-dessus d'autres couches? C'est un peu le contexte géologique, ce qu'on n'a pas avec les météorites. Donc ce qu'on va avoir, mars 2020. La mission Mars 2020, c'est ce rover qui ressemble un peu au rover Curiosity, qui a déjà été sur la planète depuis 2012, donc un peu la taille d'un Mini Cooper. Mais Mars 2020, ça a décollé en juillet 2020, je pense le seul truc bien qui s'est passé cette année, et qui va atterrir en le 18 février 2021 sur Mars, dans le cratère qui s'appelle G0, je vous en parlerai un petit peu plus après. Et donc ce rover, ça va être comme un géologue de terrain qui va regarder ce qui se passe autour, mais aussi va échantillonner des morceaux de Mars. Et en fait, va aussi les ramener sur Terre. Et va les ramener sur Terre, on pourra les avoir, les scientifiques, en 2031. Ça va vite passer, je suis sûre. En fait, ce rover lui-même ne va pas rentrer tout seul. Il y aura un autre petit rover qui va être envoyé, un tout petit, sans instrument, donc beaucoup moins cher, qui va prendre les cailloux que les échantillons que ce gros rover Mars 2020 va déposer sur le sol, va prendre ces échantillons et les ramener à une fusée qui va être aussi atterrir en 2028 et va repartir sur Terre et nous ramener tout ça en 2031. Et donc, finalement, on aura des échantillons de Mars. On n'aura pas des tonnes d'échantillons, on aura à peu près 30 petits tubes comme ça qui ont un peu une taille comme les craies d'école, les craies pour les tableaux noirs. Ça sera à peu près cette taille. Et donc, Mars 2020 sera au cratère G0. Donc, ça ressemble à ça. Le cratère G0, je ne sais pas si vous voyez, c'est un immense delta. Là, en fait, où une rivière ou un fleuve, en fait, a jeté tous ces sédiments. Et en fait, ce cratère, il est super parce qu'on trouve plein de roches différentes. Donc des roches volcaniques, dont je suis très intéressée, des roches sédimentaires, des roches, par exemple, hydrothermales. Donc ça veut dire qu'il y a eu de l'eau et qu'il faisait chaud. Donc des minéraux très différents. Et en fait, on va essayer de voir aussi s'il y avait des conditions favorables pour la vie. Ce qui est vraiment le but majeur de cette mission. Moi, je m'intéresse aux trucs volcaniques, bien sûr, mais la vie, c'est vraiment pourquoi on fait vraiment de la recherche. Sur Mars et pourquoi on a de l'argent du gouvernement. Soyons honnêtes. Et un truc qui est aussi génial avec ce cratère, c'est qu'on a des roches qui sont entre 4 milliards d'années et 2 milliards d'années. Et le truc, je ne vous ai pas dit, mais on n'a pas de météorites qui ont de l'âge entre 4 milliards et 2 milliards d'années. Donc, on espère vraiment pouvoir comprendre comment la planète a évolué pendant ce temps-là, et vraiment pendant l'histoire entière géologique de Mars. Donc, je me réjouis comme pas possible d'avoir ces échantillons. Donc un peu comme conclusion, donc j'espère que je vous ai bien montré que les échantillons martiens, ils sont cruciaux pour comprendre la géologie martienne, pour comprendre la composition de l'intérieur, les lâches, les procédés, tout ce que je vous ai montré avant, et vraiment comprendre l'évolution de l'intérieur martien et comprendre si Mars est géologiquement similaire à la Terre, vraiment comprendre notre système solaire en entier. Et on fera ça quand on aura des échantillons de Vénus et de Mercure que non, on n'a pas encore. Et vraiment, des échantillons avec la mission Mars 2020, on va pouvoir avoir des analyses précises de cailloux qui auront un contexte géologique. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je vais répondre à toutes vos questions, j'espère. Merci beaucoup, Aria. On a déjà pas mal de questions sur le chat. Je vous rappelle que si vous voulez poser encore des questions, vous cliquez sur « Converser » en bas de votre écran. Et puis ensuite, vous pouvez envoyer vos questions soit à tout le monde, donc les conférenciers et les participants, soit si vous voulez être anonyme, vous pouvez envoyer vos questions seulement aux conférenciers. Alors, on va peut-être prendre dans l'ordre les questions de Corinne et Régine qui se rejoignent un peu. Corinne nous demandait comment pouvez-vous vous assurer qu'une météorite provient bien de Mars et pas d'une autre origine? C'est une bonne question. En fait, je vais repartager mon écran parce que j'ai dans ma présentation pour ça. En fait, c'est une question excellente. Donc, en fait, en 1976, on a eu les landers vikings que vous voyez ici qui sont atterris
sur Mars. Donc, il y en avait 2, ils sont atterris dans l'hémisphère nord de Mars, et on mesurait l'atmosphère, la composition de l'atmosphère de Mars. Juste un peu plus tard, quelques années plus tard, mon prof de doctorat, quand il était tout jeune, il a regardé un caillou, une météorite qui était un peu différente des autres. Donc, comme j'ai dit avant, la plupart des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes. Et là, tous les cailloux de la ceinture d'astéroïdes, ils ont l'âge du système solaire, donc 4,6, 4,5 milliards d'années. Mais cette météorite était différente, elle avait des compositions qui disaient que ça venait d'une planète plus grosse, et peut-être que ça venait de Mars. Et plus tard, un peu plus tard, dans les années 80, ils ont regardé en fait des petites poches dans des minéraux, et on peut trouver dans ces petites poches des échantillons de gaz en fait. On a mesuré et comparé avec l'atmosphère de Mars, et c'était exactement la même chose. Donc c'était la première fois qu'on avait vraiment une preuve qu'on avait des échantillons des météorites de Mars. Après, les météorites martiennes, elles ont aussi, maintenant, on va pas regarder ces échantillons de gaz à chaque fois, ça coûte de l'argent, c'est pas facile à trouver. On regarde d'autres choses, d'autres compositions. Par exemple, des compositions d'oxygène qui vont être très spécifiques aux planètes. Donc, quand le système solaire s'est formé, il y avait un petit peu des poches chimiques, donc avec une planète qui a cette composition, une autre planète qui a une autre composition, une autre planète qui a une composition encore différente. Et en fait, on peut regarder avec, par exemple, les compositions d'oxygène et aussi le fer et le manganèse, et ça peut nous dire que ça vient de Mars maintenant. C'est comme ça qu'on sait. D'accord, merci pour ta réponse. Et puis, juste si quelqu'un pense avoir trouvé une météorite sur Terre, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette météorite? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette météorite? En fait, j'ai une autre. T'as encore une autre slide? Bien préparé. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà, vous regardez s'il y a une croûte de fusion. Ce qui s'appelle une croûte de fusion, c'est ce qu'il y a autour. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et vous pouvez voir ce qui est tout brun, en fait, autour de cette météorite. C'est en fait quand la météore arrive dans l'atmosphère, elle va commencer, l'extérieur va fondre, en fait, va devenir très chaud et va fondre et former cette croûte. Et donc, vous allez voir, cette croûte, assez homogène. Là, vous saurez sûrement que c'est une météorite. Si vous avez une météorite, c'est sûrement pas martien, ça vient de la ceinture d'astéroïdes. Donc, si vous regardez, vous aurez un petit peu de métal dedans. Généralement, c'est la plupart des météorites. Juste un petit peu, pas tout du métal. Les roches qui ont que du métal, comme celle-ci. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir avec le soleil. Celles-là sont rares. Celles que j'ai dans ma main, elles ne sont pas. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y aura un tout petit peu de métal. Et aussi, comme je disais, l'extérieur, ce sera assez homogène. Vous avez ce qui s'appelle des régmaglyphes. Des régmaglyphes, c'est des traces de pouce. Comme on dirait que c'est quelqu'un qui a fait comme la pâte à modeler, vous avez poussé avec votre pouce dedans. Et j'ai montré, en fait, vivant dans le désert, il y a plein de gens qui viennent et qui me disent « J'ai trouvé une météorite de Mars », c'est complètement faux. Généralement, c'est des déchets miniers, en fait, qui s'appellent du slag, comme vous voyez à droite. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de bulles, vous voyez beaucoup de minéraux dedans. C'est très hétérogène, c'est une forme un peu bizarre. Ça, ce ne sera pas une météorite, par exemple. Mais vraiment, la croûte de fusion, c'est ce qui va vous dire. Et puis ça, du coup, il faut l'amener à des institutions compétentes pour analyse, j'imagine. Généralement, oui. Par exemple, moi, je ne fais pas ces analyses parce que généralement, ce n'est pas une météorite. Un de mes collègues qui a regardé à peu près dans sa carrière 3000 météorites, il y en a une qui était... Ah ouais. Il y en a une qui était en fait une vraie météorite. Par exemple, le musée de Chicago va faire des analyses, va regarder pour vous. Ils font ça là-bas. Il y a des endroits très spéciaux où vous pouvez y emmener. D'accord. Et puis, on a une question encore de Juju qui cherche des bons plans et qui demande « Bonjour, Dr Udry, je me demandais comment vous étiez rentré en contact avec votre dealer de météorites. Vous avez posté une offre d'emploi? Merci. » C'est une bonne question. En fait, j'ai fait ça, je vais enlever ça. Je vais arrêter de partager. En fait, ma première année en tant que prof, j'ai dû chercher un peu mes dealers. Et simplement, j'ai contacté mes collègues qui en avaient déjà. Donc, mon dealer, il travaille avec le musée dont je vous ai montré, le musée du Smithsonian, qui a une collection pas possible de météorites.
travaille avec lui. Donc, en fait, je sais très bien que c'est quelqu'un qui est honnête et qui va me vendre des vraies météorites martiennes. Après, comme je sais qu'il fait du bon boulot, généralement, c'est plus cher. Mais j'ai aussi des fois acheté des météorites martiennes sur eBay. Je demande à mon haut dealer auquel je fais confiance. Tu connais, lui, je peux faire confiance. Mais ouais, ça m'a pris du temps. Parce que mon chef, quand j'étais doctorante, comme il était super connu, tout le monde lui donnait des météorites. Et donc, c'était plus facile pour lui d'en avoir. Et qu'est-ce qui fait que ça va dans un musée ou ça va plutôt dans des labos de scientifiques? Généralement, dans les musées, en fait, quand on dit dans les musées, c'est pas vraiment pour les exposer et les montrer. Il y aura toujours, ces musées ont toujours une partie scientifique, en fait. Donc, en fait, dans ce musée, la collection qu'ils ont, c'est des collections sur lesquelles les scientifiques travaillent. Donc, en fait, moi, je peux demander à ce musée, un bout de celle-là, je peux travailler dessus et je fais la même chose. Black Beauty, la beauté noire, ouais, je travaille avec la collection du Nouveau-Mexique et généralement, les chefs de ces collections, ce sont des scientifiques comme moi qui travaillent sur les météorites. Ok. Merci pour ta réponse. Alors, je vais essayer d'aller un peu dans l'ordre des questions. Il y en a deux. Il y a deux questions qu'on pourrait peut-être relier ici par rapport à l'âge. Bonsoir. Donc, une question de Brine Dussa. Bonsoir et merci pour cette présentation fascinante. Comment on détermine l'âge d'une planète? Et puis, on avait une autre question, c'est comment est-ce que vous datez une pierre jusqu'à des milliards d'années? Peut-être qu'on pourrait regrouper ces deux questions. Oui, exactement. Donc, en fait, l'âge d'une planète, on peut le dater avec des météorites, en fait, pour comprendre quand ils sont formés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qui s'appelle des isotopes. Donc, c'est des éléments, plus ou moins des éléments qui sont radioactifs. Donc, par exemple, on va prendre l'uranium et le plomb. L'uranium, c'est radioactif. Et quand un élément est radioactif, en fait, c'est un isotope, vraiment un isotope radioactif, il n'est pas stable, il n'est pas content où il est, donc il va devenir du plomb, en fait. Et l'uranium, généralement, quand j'explique ça à mes étudiants, j'explique ça avec des bonbons. Ça marche bien. L'uranium, en fait, une certaine quantité d'uranium va devenir du plomb pendant une certaine quantité de temps. Et on connaît cette quantité de temps, en fait. Donc, on va dire, c'est des bêtises, hein, c'est des milliards d'années, mais disons que je ne sais jamais combien ça. Mais par exemple, si vous avez une quantité de plomb, 50% une quantité d'uranium, 50% de cet uranium va devenir du plomb en 4 milliards d'années. Je crois que je ne sais jamais combien, j'oublie tout le temps. Mais en sachant ça, en fait, on peut mesurer nos isotopes d'uranium et nos isotopes de plomb dans nos cailloux, dans des minéraux très spécifiques. Et en fait, en sachant le ratio, comment on dit le ratio oui, je crois que ça se dit. Le ratio d'uranium contre le plomb, eh ben, on peut en fait savoir, on peut deviner l'âge en faisant quelques calculs comme ça. Et c'est pas que l'uranium et le plomb, il y a d'autres systèmes avec d'autres isotopes qu'on peut utiliser. Et dépendant de ce qu'on mesure, on peut en fait mesurer un volcan, mais aussi certains systèmes d'isotopes vont nous aider à comprendre en fait des planètes entières. Ok. J'espère que c'est logique. Si c'est pas très clair. Si jamais, je pense qu'ils se manifesteront dans le chat. On a encore une question. Est-ce qu'il est possible de relier un échantillon donnant un contexte géologique avec une météorite qui donne la composition minérale plus précise, étant donné que l'on ne connaît pas l'origine des météorites? Je pense pas. Par échantillon, je ne sais pas si vous voulez dire les échantillons qui vont être ramenés de G0 cratère. Ouais. Peut-être les chances pour qu'on ait des cailloux, des météorites qui ressemblent aux échantillons de G0 cratère sont assez faibles. Si j'ai bien compris, en fait, on va essayer de lier vraiment de ce qu'on voit à G0 cratère aux météorites, de voir est-ce que c'est différent ou pas.
Donc, en fait, moi, j'essaye d'être sur cette mission. J'attends toujours de savoir si je vais être sur la mission Mars 2020 et être une des géologues magmatiques qui va dire ce caillou, ça ressemble vachement aux météorites martiennes. On en a déjà, on passe. Regardons ce qu'on n'a pas. Parce que on n'est pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui travaillent sur les météorites martiennes. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Si jamais. Parfait. On continue sur le thème des météorites qui passionne les foules apparemment. On a une question de Régine qui demande à qui appartient une météorite, à la personne qui la trouve. Elle n'est pas classée au patrimoine, au titre de patrimoine. Alors, en Suisse, je ne sais pas trop. Si ça tombe dans votre jardin, c'est la vôtre. Hein. Ok. C'est ça. Mais, après, on peut la vendre sur eBay, alors, d'après ce que j'ai. Ah oui, non, complètement. Après, voilà, comme je vous ai dit, généralement, ce que vous avez trouvé, c'est ça. C'est ces météorites qui viennent de la ceinture d'astéroïdes. Ça, j'ai payé $200 pour ça. Donc, ça va pas. Des fois, ça vaut pas le coup de faire des tests pour avoir de l'argent. Après, si vous avez une météorite martienne, oui, vous me contactez tout de suite. Mais généralement, c'est la vôtre. Après, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de terres fédérales, ce qu'on appelle des terres fédérales, et ça, c'est au gouvernement. Après, ils ne sont pas obligés de savoir. D'accord. Des fois, on ne sait pas exactement où c'est trouvé, quoi. Ouais. À peu près, là. Ouais. On a une autre question de Charles. Croyez-vous que la météorite ALH 84001 est une preuve qu'il y a de la vie sur Mars? Non, donc on a montré qu'en fait, que non. En fait, ce qu'ils ont trouvé dedans, je ne vais pas aller vraiment dans les détails, mais c'est ce minéral qui s'appelle la magnétite. Donc, le magnétite, vous pouvez trouver ça sur Terre aussi. Mais en fait, ils pensaient en regardant la structure et tout, que cette magnétite aurait pu être formée par des bactéries. Donc sur Terre, il y a des petites bactéries qui forment en fait de la magnétite. Et donc ils pensaient, avec les conditions, les autres minéraux, que ça a été formé par des magnétobactéries. Et en regardant un peu plus la structure, la composition, on a montré que non, ça a été fait par des procédés géologiques et pas biologiques. D'accord. Donc, ça peut être expliqué assez facilement avec ce qui s'appelle un impact, où on peut former du fer très facilement. La magnétite est faite de fer, en fait. On peut former de ce fer très facilement. Donc oui, non. D'accord, mais est-ce que la mission du coup 2020, elle sera en mesure de prouver la vie sur Mars dans le passé ou potentiellement dans le futur ou pas du tout? Prouver, sûrement pas. Sûrement pas. Toi, tu sûrement penses pas. Prouver la vie. Par contre, ce qu'on peut prouver, c'est qu'il y avait des conditions favorables pour la vie. Après, trouver de la vie, c'est un peu tiré par les cheveux, si vous voulez mon avis personnel. Il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'il y ait des humains qui aillent. Et peut-être qu'on va trouver des traces fossiles de vie. Sûrement ce qu'on va trouver. Là, maintenant, le truc, c'est que il y a eu sûrement de la vie. S'il y avait de la vie, c'était il y a probablement avant 4 milliards d'années, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup plus d'atmosphère. Là, maintenant, sur Mars, sans atmosphère, sans champ magnétique, en fait, Mars se prend des radiations sur la surface tout du long, ce qui n'est pas vraiment favorable à la vie. Aussi, il fait très froid, donc une nuit d'hiver, il fait moins 60 degrés Celsius. En moyenne, il fait 70 degrés Celsius, négatif 70 degrés Celsius, donc il fait froid. Donc, c'est pas super pour la vie, c'est pas super pour l'eau. Donc, en fait, s'il y a de la vie, ce serait en dessous de la surface. Mais ce serait sûrement, en fait, cette vie était sûrement il y a 4 milliards d'années. Et puis, le fait d'aller sur Mars, ça, c'est une possibilité ou... On espère. On verra, mais c'est tout politique. Donc, on verra ce qui se passe si le monde n'explose pas à la fin de l'année. Mais non, on espère, c'est peut-être ces 20-30 prochaines années. Par contre, on va retourner sur la Lune. 2024, la mission Artemis va retourner sur la Lune avec des hommes et des femmes cette fois-ci. Et donc, on se réjouit de tout ça. Et donc, en fait, une des femmes qui sera sûrement une des astronautes dans cette mission est une planétologue comme moi. Donc, on se réjouit.
Et toi, tu essaies toujours de poursuivre ces rêves d'astronaute ou... C'est trop combat. Le truc, c'est que je peux pas m'inscrire parce que je suis pas encore citoyenne. Ah ouais, Citoyenne américaine. Après, non, je vais laisser mes étudiants me ramener des échantillons. c'est déjà pas mal. Ma doctorante s'est inscrite, donc bon. D'ailleurs, ouais, en parlant un peu de ça, il y avait une question par rapport à cette mission. Donc, quels chercheurs pourront avoir accès aux échantillons ramenés en 2031 de Mars et à qui revient cette décision? Donc en fait, cette décision revient entre la NASA et l'ESA. Donc en fait, je fais partie d'un groupe qui décide un peu comment tout va se passer, la logistique de cette mission, qui va avoir ça. Donc en fait, ça va être un petit peu comme il se passe maintenant, donc avec les échantillons d'Apollo. Vous savez, tous les astronautes des missions Apollo sur la Lune ont ramené, je crois, 320 kilos d'échantillons. Donc maintenant, si je veux un échantillon d'Apollo, je fais une longue demande. J'aimerais ce caillou, je sais, voilà mon projet, qu'est-ce que je vais faire avec, qu'est-ce que je vais détruire ou pas. Et donc, ça va être la même chose pour les scientifiques. Donc, moi, par exemple, bien sûr, je vais demander ces échantillons immédiatement et je vais dire, voilà, c'est mon projet, j'ai ces instruments ici, c'est ces nouveaux instruments, c'est pour ça que j'essaie d'avoir de nouveaux instruments. J'ai ces instruments ici, on va pouvoir faire tout ça, on va comparer avec les météorites martiennes qu'on a déjà, ça va nous dire ça et ça. Et donc vraiment, je pense que ceux qui ont des instruments et des connaissances sur les échantillons martiens auront un peu la priorité. Et ça va être décidé par un groupe de scientifiques. Mais en fait, cette mission, souvenons-nous, c'est entre la NASA et l'ESA. Donc l'ESA, c'est l'organisation européenne spatiale. Qui décide. Donc en fait, mes meetings, c'est entre les États-Unis, il y a des gens, il y a quelqu'un de l'ETH, Zurich, qui est aussi dessus, de, de, de l'Angleterre, de l'Allemagne, Japon aussi, dans la Chine. Non, pas la Chine, pas vrai. Mais donc on est vraiment un groupe très international qui a décidé. D'accord. Mais toi, t'es sûr d'avoir au moins un petit échantillon ou pas du tout? Non, Non? je suis pas sûre. J'espère, puis ce serait quand même bizarre de ne pas avoir, c'est quand même un peu ma spécialité, Ouais, bah ouais. mais non, c'est pas sûr, il n'y a rien qui est sûr. Rien n'est Quoi. sûr, ouais. Ok. Puis bon, il y aura peut-être les vieux scientifiques qui donnent aux autres vieux scientifiques, ça se fait beaucoup. Donc on va voir, mais on espère. Après, je serai plus si jeune en 2031, donc Ouais. on verra. On espère, on croise les doigts, et puis ouais. Mais tu auras encore plus d'expérience en 2031. Oui, j'aurai plus d'expérience, puis vraiment des bons instruments, c'est ça qu'il nous faut. Quoi. Ouais. Instruments pour analyser, qui ne détruisent pas, qui vont faire des images magnifiques. Je me réjouis. Ouais. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions sur... Là, en fait, on a beaucoup de questions qui sont posées. Une question par rapport à la formation de Mars. Qu'est-ce qu'on sait vraiment sur comment Mars s'est formé, en fait? Mars s'est formé d'une façon similaire à la Terre, en fait. Quand le système solaire se forme, en fait, ce que vous avez, c'est ce plan, enfin, sur un plan, ce disque, en fait, où il y a beaucoup de poussière et de gaz qui sont là. Et en fait, quand ce plan qui se forme, qui tourne, hein, qui tourne autour du jeune soleil, quand ça se refroidit, en fait, il y aura de plus en plus de poussière, et puis cette poussière va va entrer en collision avec d'autres grains de poussière qui vont entrer avec d'autres grains de poussière, et donc ça va grandir. Son grain de poussière va devenir un peu plus gros, et donc on aura des agglomérations de grains de poussière, donc ça va devenir des grains de sable, ensuite un petit peu des plus gros cailloux, de plus en plus, jusqu'à ce qu'on ait des mini-planètes, jusqu'à ce qu'on ait des planètes. Et c'est comme ça que Mars et la Terre se sont formés. Après, on essaie de comprendre quand est-ce que le noyau s'est formé, comment est-ce que le manteau s'est formé, comment est-ce qu'il a évolué. Mais vraiment, la base de la formation, c'est un peu comme toutes les autres planètes rocheuses, donc la Mercure, Vénus, Mars et la Terre. Alors, si on part justement dans cette comparaison entre les planètes,
Il y a une question d'Alice qui nous demande est-ce que les processus magmatiques sur Mars et Terre sont similaires ou très différents? Et est-ce qu'on a appris des choses sur la Terre grâce à Mars? Donc en fait, bon, sur la Terre, vraiment pas encore. J'espère qu'on saura plus quand on aura plus d'échantillons. Mais oui, ces procédés sont très similaires et de plus en plus. Donc par exemple, ma doctorante, elle regarde des procédés. Il y a un procédé qui se passe sur Terre pour former par exemple des granites. Je ne sais pas, vous avez peut-être tous entendu parler du volcan Yellowstone aux États-Unis. Les roches qui se trouvent là-bas, elles se forment d'un procédé très, très spécial. Et en fait, on a vu que ce procédé sûrement se passe sur Mars. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas, quoi. Donc vraiment, Mars et la Terre sont très similaires. Le seul truc qui est différent, c'est qu'il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars. Donc en fait, sur Terre, on a tous les Alpes, on a ça à cause de la tectonique des plaques. On a toutes ces différentes roches. Comme je dis, le basalte et le granit, ce sont des roches très différentes qui se posent. Et donc, on n'a pas autant cette diversité sur Mars, mais on se rend compte de plus en plus que c'est plus divers que ce qu'on pensait, avec des procédés beaucoup plus très similaires en fait à la Terre. Et est-ce qu'on a encore une question de Juju par rapport à cette comparaison des différentes planètes? Savez-vous pourquoi dans la culture populaire, il y a une telle fascination pour Mars et pas pour Jupiter, Saturne, etc. Est-ce que les autres planètes sont scientifiquement moins intéressantes que Mars? Et toi, d'ailleurs, je voulais aussi te poser la question. Tu es professeur en planétologie, tu t'occupes d'autres planètes que de Mars? Donc j'enseigne à propos des autres planètes, mais ma recherche c'est surtout Mars. J'ai un petit peu travaillé sur Mercure. En fait, surtout Mars moi-même parce que je travaille sur des cailloux. Et on n'a pas de cailloux d'autres. On a des cailloux de la ceinture d'astéroïdes, on a des cailloux de la Lune et de la Terre et Mars, et c'est tout, malheureusement. Okay. En fait, j'étais très intéressée par Mercure parce que Mercure, c'est complètement différent de la Terre. Il y a des procédés qui sont complètement différents. Mais on n'a pas d'échantillons de Mercure, donc on a regardé des échantillons de la ceinture d'astéroïdes qui sont très similaires à Mercure pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. C'est compliqué. Mais non, alors ça, pas du tout. Non, je pense que toutes les planètes sont fascinantes. Mars, je pense que c'est dans le truc populaire parce que comme j'ai dit, c'est proche, c'est facile et c'est moins cher. En fait, c'est facile, pas facile, je veux dire, c'est moins cher d'envoyer des rovers, des landers, et puis vraiment, c'est assez sexy parce qu'il y aurait peut-être eu de la vie sur Mars. Après, aussi avec la NASA, les Martiens, il y a beaucoup de Martiens, comme on s'appelle, et donc on a beaucoup de pouvoir et on pousse pour l'exploration martienne. Après, il y a des satellites, des lunes de Saturne et Jupiter qui pourraient peut-être avoir de la vie. Par exemple, Europa a sûrement un océan sous cette couche de glace. Pourquoi il n'y aurait pas de la vie là-bas? Ils ont essayé d'envoyer des missions, mais ça coûte beaucoup plus cher. C'est ça le problème. Mais moi, avoir des échantillons de Mercure, j'adorais des échantillons de Vénus. Vénus ils ont juste découvert qu'il y a des volcans qui sont actifs maintenant. Vénus, quand je parlais des granites avant, il y a un tout petit peu de granit sur Mars, mais pas beaucoup. Et il y aura peut-être sûrement beaucoup de granit sur Vénus. En fait, Vénus, c'est peut-être plus similaire géologiquement que Mars à la Terre, ce qui est fascinant. C'est juste que c'est moins cher et puis qu'il y a eu de l'eau, on sait qu'il y a eu de l'eau et qu'il y a peut-être de la vie. Et c'est comme ça qu'on a de l'argent du Sénat, par exemple, quoi, de l'argent du gouvernement. Mais, non, mais j'adorerais avoir des échantillons de Vénus, ce serait le rêve. Ouais, absolument. Et puis, est-ce que l'intérêt des scientifiques ne serait pas en lien avec, là on a un spectateur anonyme qui nous demande, est-ce que l'analyse géologique de Mars est utile pour les missions de colonisation? Oui, un peu pour savoir pour l'eau. Après, la colonisation, on verra ce qui se passe. Personnellement, je ne suis pas pour la colonisation, mais pour qu'on envoie des scientifiques là-bas qui travaillent un peu. Et puis, par exemple, sur Mars, il y a du permafrost. Donc, ça veut dire que c'est un sol qui est gelé en permanence. Et en fait, peut-être qu'on peut utiliser ça pour avoir de l'eau sur Mars. Ce serait important.
Après, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Par exemple, il y a un papier qui est sorti il y a quelques années qui disait qu'on ne peut pas, ce qui s'appelle terraformer Mars. Donc terraformer, ça veut dire qu'on change complètement l'atmosphère de Mars pour que nous, les humains, peuvent respirer. Et on a montré qu'avec les cailloux qu'il y a sur Mars, on ne peut pas transformer tout le CO2 en oxygène, et que ce serait beaucoup trop compliqué. Et qu'il y a quand même pas mal de résistance là-dessus, quoi. Alors qu'on peut vivre dans une petite bulle, et puis les scientifiques vivent dans une petite bulle, et ça va très bien. On a encore une question par rapport à Mars. Est-ce qu'il y a aussi des saisons sur Mars? Tout à fait. Non, il y a des saisons, il y a une météo. L'été, en fait, ça va se réchauffer. On va avoir un peu de nuages. Donc, en fait, Mars, j'ai des globes ici. J'ai mes globes martiens, je vais vous montrer. Mars. Alors voilà, ça c'est un globe de Mars. J'espère que vous voyez avec la lumière. C'est un peu sombre chez moi. Donc ça c'est Mars, c'est le globe visible. Donc si vous regardez Mars avec un très bon télescope, ça va ressembler à ça. Et si vous regardez les pôles, il y a des pôles. Il y a un pôle, ça c'est le pôle nord, et il y a le pôle sud qui est un tout petit peu plus petit. Et en fait sur les pôles, c'est tout du CO2 gelé. Et il y a un petit peu d'eau aussi. L'eau sera gelée tout du long, mais en fait, c'est surtout le CO2, quand il y a des températures, quand il fait assez chaud, ça va s'évaporer et en fait former des nuages quand il fait un peu plus chaud. Et donc, on peut voir ces nuages. Il y a aussi ce qui s'appelle, comme je disais, la météo, on a ces mini-tornades, ça s'appelle des dust devils. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Comment tu dis? Dust, quoi? Dust devils. Donc, c'est un peu... Donc, c'est des mini-tornades qui viennent de poussière, le sol. Et en fait, donc, vous voyez, si vous êtes déjà allé dans l'Ouest américain, si vous venez du côté de ce pays, moi j'en vois, il y a 2 semaines, je faisais un petit voyage, j'ai dû m'arrêter pour éviter une mini-tornade me passer. Non, il y a aussi ça sur Mars. Et donc ça va se réchauffer, quoi. Et il y a en fait sur Mars, comme je disais, il y a toujours en fait de l'eau. L'eau est gelée parce qu'il fait très très froid. Mais si vous ajoutez du sel à l'eau, ce qui va à la glace, en fait, si vous ajoutez du sel à la glace, ça va dégeler plus facilement, même quand il fait des températures négatives. Et donc, en fait, on peut voir l'été, des fois, un peu de l'eau très salée, de la saumure vraiment, un peu se descendre de certaines pentes, en fait, dans les cratères, parce qu'il fait plus chaud. Donc, en fait, si vous êtes à l'équateur l'été, il peut faire 20 degrés Celsius. Tranquille, quoi. Plus chaud que maintenant. Tu faisais une comparaison entre l'Amérique et puis Mars. Est-ce que Las Vegas, c'est un endroit stratégique pour étudier? Est-ce qu'il y a des ressemblances ou bien c'est par hasard que... Non, complètement par hasard. Donc, moi, je suis arrivée. Ce qui m'intéresse à Las Vegas, c'est les instruments qu'ils ont ici, en fait. Ce qui est important, mais non, il n'y a pas vraiment... Je sais qu'il y a des gens qui cherchent des météorites ici. Donc, on a ce qui s'appelle ces lits de lacs complètement asséchés. En fait, ces lacs asséchés. Et là, on peut trouver des météorites plus facilement. Je ne suis jamais vraiment allée chercher parce que ces lacs asséchés, c'est plein de... On n'a pas vraiment envie de respirer. Mais on peut chercher ça ici. Non, la géologie est géniale ici, à part ça, mais pas vraiment, il n'y a rien vraiment avec Mars. Samedi, mon ordi me dit que ma connexion n'est pas stable. Est-ce que vous me voyez toujours ou pas? Oui, ça a juste un petit peu, ça a juste un petit peu coupé quand tu parlais, mais je crois qu'on a quand même compris ce que tu disais. Donc, pas de souci, non. Et là, Okay. Ouais, ça a juste un petit temps de diffusion, ouais. On a encore une question. Y a-t-il un danger sanitaire à manipuler des météorites? Non, pas vraiment. Il n'y a rien de spécial dans ces météorites. Enfin, ne léchez pas vos météorites, je dirais. Mais vraiment, c'est des minéraux qu'on trouve sur Terre et puis du métal, quoi. Mais il n'y a pas vraiment...
Par exemple, le soufre, c'est pas super à toucher. Il y a pas vraiment, je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup de soufre il n'y a pas de soufre dans les météorites martiennes. Il y a pas de truc bizarre. Donc, non, non, il n'y a pas de souci, pas de danger. Ouais, pas de danger. Euh, Encore une question de Régine. Est-ce qu'en 1815, on a tout de suite vu que la météorite venait de Mars ou cette détermination a-t-elle été faite a posteriori? Non, alors la première preuve qu'on avait que cette météorite était martienne, c'était, enfin que les météorites venaient de Mars, c'était en 1983. Et on avait cette météorite, on savait qu'elle était bizarre, et donc on l'a gardée et on l'a analysée après, on a su que c'était de Mars, mais vraiment pas de preuve avant les années 80. Donc même si on l'était découverte avant, on ne savait. Et puis c'est que seulement à ce moment-là, ouais. Pourquoi à ce moment-là d'ailleurs Parce que c'est là où on a fait vraiment la découverte, on a analysé ces poches de gaz dans ces météorites, quoi. C'est pour ça, on savait. Puis bon, à l'époque, il n'y avait pas des masses de météorites martiennes, il y en avait 6, non, je sais plus, ouais, 6 ou 7, mais c'est tout. Et donc, ils ont un peu regardé, ils savaient que c'était bizarre, quoi. Ils savaient qu'il fallait regarder ces roches. Ok, ouais. Et puis, pour encore une question, là, on arrive bientôt à la fin. Est-ce qu'il y aurait des risques à aller sur Mars pour les astronautes? Alors ça, si c'est possible un jour. Non, on va y aller, on y croit. Non, bah oui, alors ça, il y en aura plus parce que, comme je le disais, on n'a pas d'atmosphère. Enfin, il y a une atmosphère, mais l'atmosphère, ça sert pas grand-chose. Et on n'a pas de champ magnétique. Sur Terre, le champ magnétique, ça nous protège contre les radiations solaires. Les radiations solaires, si vous passez dans une tempête de radiations solaires dans l'espace, vous êtes brûlé complètement. Ça brûle tout, ça vous passe sous le corps, ça vous brûle. Et ces radiations, en fait, sont assez dangereuses, donc tout le monde va se ramener avec des cancers, quoi. Donc je ne sais pas trop comment gérer ça, ou alors on peut dire, bon, vous allez peut-être te revenir avec des cancers, mais ça, c'est un problème. D'autres problèmes, c'est aussi, Mars peut avoir des tempêtes de sable pas possibles. Des tempêtes, en fait, de sable, tempêtes de poussière globale, des fois. Et donc, des fois, vous ne pouvez pas trop sortir, quoi. Ouais. Mais bon, ça va, c'est pas. Ou alors des impacts de météorites. Il n'y a pas d'atmosphère pour ralentir les météorites, mais bon, c'est pas. Les risques sont assez faibles pour vous faire assommer par une météorite. Heureusement, ouais. Ouais. Il y a encore une question par rapport au revers qui va pour la mission Mars 2020. Combien de temps ça a pris pour le construire? C'est une bonne question. En fait, ce rover est fait de 10 instruments différents qui ont été mis en place et on a fait plein de tests. Et puis des tests, par exemple, un des instruments qui m'intéresse, c'est entre la France et les États-Unis. Les tests se sont faits. Ça fait des années. Hein, je n'ose pas dire des bêtises, mais je dirais 5-6 ans ou plus, en fait. Puis bon, après, c'est le concept. On connaît le concept depuis un peu plus avant. Après, tout mettre en place, ça allait assez vite, je dirais. Je crois que c'était une année. Après, si t'es pas là-dessus. Hein. Je sais pas le temps exactement, mais plus ou moins. J'imagine qu'il y a eu énormément de gens qui ont travaillé dessus. Beaucoup d'ingénieurs, ouais. C'est pas facile. De tous les pays, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, on arrive à la fin des questions. N'hésitez pas encore à écrire vos dernières questions dans le chat. Je crois qu'on a tout traité. Donc, ouais, il n'y en a plus de questions. Tu voudrais encore dire quelque chose, Aria? Je sais pas si vous avez bien tous vu ma météorite martienne, en fait. Remonte. Donc voilà, ça c'est un bout que j'ai analysé, en fait. On a publié dessus, puis ma doctorante aussi publie dessus. Donc, si vous voyez, ça s'appelle de l'époxy, c'est de la colle très dure qu'on va couper pour faire des lames minces.
Et donc, ça, c'est la taille, vous pouvez voir avec mes doigts. C'est généralement la taille des échantillons que je reçois, quoi. Ok, ouais. Et tu disais qu'il y avait 150 météorites martiennes. Toi, du coup, tu en as traité combien dans ton labo? En tout, dans ma vie, je pense un tiers. Un tiers. Après, il y Ah en a. ouais, quand même, ouais. Ouais, je pense un tiers. Il y en a beaucoup qui sont basés aux États-Unis. Ou bien, pas forcément. J'ai acheté, quoi. Il y en a pas mal que j'ai acheté. Et puis oui, il y en a pas mal qui sont basés aux États-Unis. Il y en a quelques. Il y en a une ou deux qui sont en Chine, c'est impossible d'avoir. Enfin, il n'y a pas les États-Unis et la Chine. Mhm. Il n'y a pas vraiment d'accord, en fait, scientifiquement, c'est pas facile de les avoir. Il y en a qui viennent du Japon, mais j'ai pu les avoir. Et puis, ouais, la plupart, en fait, sont aux États-Unis, quoi. Après, il y a un ou deux personnes. Il y en a. Enfin, il y a des météorites, c'est une personne qui les a, il veut pas les partager. Donc, Ok, il veut les garder pour ça. ouais, on attend qu'ils partent à la retraite et qu'ils Ah, vont. Le problème, c'est que je suis sérieuse en plus. Hein. C'est juste, like, j'ai pas accès à ces météorites, malheureusement. Sinon, on ferait beaucoup plus, quoi. mhm. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour toutes tes réponses à ces questions. C'était vraiment passionnant. Et puis, je vais passer la parole à Alexandre pour le mot de la fin. Parfait, merci beaucoup Émilie. Merci Aria pour cette présentation vraiment passionnante et puis toutes les réponses que tu nous as données pendant presque 1 heure. Merci à toutes et tous aussi pour votre intérêt, vos questions et vos commentaires. Entre Facebook et puis Zoom, on était ce soir près d'une quarantaine. Je crois qu'on n'est pas loin du record de cette année. Donc, vraiment merci pour cette belle édition. Alors, les carnets scientifiques pour cette année, malheureusement, c'est terminé. Par contre, on a une bonne nouvelle. Ça se passera le 20 novembre avec la journée réseau de Sciences Vallée. Chaque année, on invite toute la communauté scientifique qui est en lien de près ou de loin avec le Valais à une journée pour se rencontrer. Ça sera cette année le 20 novembre en ligne sur le thème de la science connectée. On vous propose 3 moments. Le matin de 8h30 à 9h, on parlera des pionniers d'Internet à l'occasion des 25 ans de l'association VSNet. À midi, on a invité une série de vulgarisateurs scientifiques 2.0. Ils sont actifs sur YouTube, sur Twitter, TikTok et tous les autres réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut communiquer la science aujourd'hui, ce que Aria Udry fait très bien d'ailleurs. Et puis, de 18h à 19h, l'université du 21e siècle sera-t-elle 100% en ligne? Un grand débat avec des acteurs de la formation et de la politique en Valais et en Suisse. Et puis, à 10h et 16h, on vous propose 2 moments afin de partir à la rencontre des scientifiques valaisans qui sont un peu partout dans le monde. Donc, une session le matin, une l'après-midi, décalage horaire oblige. On ira à la rencontre de nos compatriotes qui sont répartis entre les États-Unis, le Brésil, la Chine et même jusqu'en Australie. Voilà, je vous remercie encore pour cette soirée. Si vous voulez vous inscrire à la journée réseau, ça se passe sur sciencevalley.ch/réseau. Je vous souhaite une bonne soirée et puis au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.